Bonsoir Olivier Falorni. Bonsoir. Vous êtes député de Charente-Maritime, rapporteur de cette proposition de loi sur la légalisation de l'euthanasie. Elle sera examinée demain à l'Assemblée. D'abord une question sémantique, Olivier Falorni. Le mot euthanasie ne figure pas formellement dans le texte. Pourquoi? Est-ce que c'est tabou? Non, pas du tout, en tout cas pas pour moi. Vous savez, euthanasie, en grec, ça voulait dire belle mort. Donc, je suis pour une belle mort, une mort douce, une mort apaisée. Donc, aucun tabou là-dessus. Simplement, j'ai voulu dans le titre qu'on parle de fin de vie libre et choisie, pour bien montrer l'ambition de ce droit, de pouvoir choisir, de pouvoir avoir l'ultime liberté lorsque les conditions sont réunies, on en parlera sans doute. Et je parle d'assistance médicalisée active à mourir. Pourquoi? Parce que vous avez l'euthanasie d'une part, et vous avez aussi le suicide assisté. Et vous faites la différence? La différence, en fait, elle est juste, c'est celui qui fait l'acte. Soit c'est le médecin, soit, quand il le souhaite, c'est le malade qui, pour résumer, tourne le robinet. Voilà. Donc, c'est l'assistance médicalisée au décès, car je veux rappeler en permanence que c'est sous le contrôle d'un médecin. Dans des cas très particuliers. Rappelez-les-nous. Absolument. Vous me permettez ainsi de mettre un terme, je l'espère, définitif à toutes les fake news qu'on peut entendre. Il s'agit d'abord de permettre à toute personne majeure de solliciter une assistance médicalisée active pour mourir dans des cas bien particuliers, c'est-à-dire lorsqu'on est atteint d'une maladie incurable. Donc quand j'entends on veut tuer les enfants, on veut tuer les dépressifs, fake news. Maladie incurable en phase avancée ou terminale, générant des souffrances inapaisables. Voilà les conditions très strictes que prévoit cette loi. Alors justement, quand on parle de souffrance inapaisable ou insupportable, comment est-ce qu'on évalue finalement le seuil? Comment est-ce qu'on le définit? Alors, il y a deux conditions, la maladie incurable et les souffrances inapaisables. Les souffrances, elles relèvent du malade. C'est assez subjectif. Mais c'est très subjectif, effectivement. Mais c'est la volonté du patient qui doit s'exprimer à travers... c'est l'ambition de ce texte, c'est de faire prévaloir la vision du patient et le ressenti du patient plus que sur finalement l'avis du médecin. Non, parce que, vous savez, malheureusement, toutes les familles le savent, à un moment, il y a l'impasse thérapeutique. Quand un médecin dit à un malade « nous allons vous proposer des soins palliatifs », tout le monde a compris. Les soins palliatifs, c'est, j'allais dire, un accompagnement le fait vers la mort. d'acter une impasse thérapeutique et le fait qu'on est engagé dans la dernière phase de la vie. Donc, la maladie incurable est la condition sine qua non pour pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir. Je le dis bien, les souffrances inapaisables sont une condition secondaire. Mais il faut que nous soyons en phase avancée au terminal de cette maladie incurable. Aider un patient à mourir, ce n'est pas un acte comme les autres. Pour les médecins, c'est une lourde responsabilité. Est-ce que vous comprenez la réticence de certains? On entend parler du fameux serment d'Hippocrate. Je ne donnerai jamais la mort à mon patient. Deux choses. D'abord, cette loi prévoit une clause de conscience. Donc on peut choisir. Absolument. Le médecin, je veux dire, peut refuser. D'ailleurs, est-il besoin de préciser que cette loi n'impose rien? C'est une liberté supplémentaire. 96% des Français disent qu'ils sont favorables au droit à l'euthanasie, mais il n'y a pas 96% des Français qui veulent une euthanasie. C'est un droit supplémentaire. Et qui, en Belgique, d'ailleurs, on dit, mais avec cette loi, on va avoir une prolifération d'euthanasie. Ça fait 20 ans que c'est voté en Belgique. 2% des Belges, 2% des décès en Belgique chaque année relèvent de l'euthanasie. C'est un droit supplémentaire qui n'impose rien, qui ne retire aucun droit aux autres. Et les médecins, comme les malades, sont protégés. Il y a une clause de conscience. Une clause de conscience pour les médecins. Et par ailleurs, vous me parlez du serment d'Hippocrate. Il ne faudrait pas que ça serve d'alibi à la situation hypocrite de notre pays. C'est quoi une sédation profonde et continue telle que la loi Claes-Leonetti le permet? C'est quoi? Qui existe déjà, effectivement, et certaines personnes disent, finalement, on peut déjà mourir sans souffrir. Alors, une sédation profonde et continue,
tel que le prévoit la loi Claes-Leonetti. Vos téléspectateurs, s'ils ne le savent pas, doivent le savoir, c'est que vous arrêtez la nutrition et l'hydratation du malade. C'est ça, la sédation profonde et continue. Quand vous arrêtez de nourrir et d'hydrater un être humain, qu'est-ce que vous faites? Si ce n'est de lui donner la mort. Et pire encore, dans ce cas-là, avec cette sédation profonde et continue, une mort à petit feu. Parce que ça peut durer plusieurs heures, mais ça peut durer plusieurs jours. Ce combat, c'est aussi des expériences personnelles, Olivier Falorni, avec la mort de votre mère qui a beaucoup souffert à cause d'un cancer. Vous dites « J'ai vécu la souffrance absolue d'un être cher qui n'en peut plus de ne pas partir ». Et puis aussi, vous avez rencontré l'écrivaine Anne Bert, atteinte de la maladie de Charcot, qui a décidé du coup de s'exiler en Belgique pour pouvoir avoir le droit à l'euthanasie. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ces fins de vie-là? Tous les témoignages que je reçois depuis des années, je suis engagé sur ce combat depuis longtemps. Il n'y a pas un mois où je ne reçois pas un courrier déchirant. Et ces derniers jours, c'est quotidien. Des témoignages déchirants qui, à chaque fois, non, vous savez, il y a un aspect évidemment émotionnel. On ne peut pas être froid par rapport à toutes ces situations. Mais moi, je suis devant vous aussi en tant que législateur. Et d'ailleurs, si j'ai voulu me présenter en tant que député, c'est aussi pour faire en sorte que des grandes lois comme celle-ci puissent être votées. Donc, je suis devant vous avec l'émotion d'homme, qui est la mienne, mais aussi avec la rationalité qui veut que nous devions sortir de cette hypocrisie en France. Alors justement, dans les avis et les contre-arguments qu'on entend, on a eu cette tribune qui a été beaucoup commentée hier dans le Figaro, écrite par Michel Houellebecq, voilà l'écrivain, une tribune anti-euthanasie, qui parle carrément de rupture anthropologique et qui dit une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il rajoute même qu'elle doit être détruite. Si elle est, voilà. Et par ailleurs, j'ai noté qu'il était favorable, dans le même article, à la dépénalisation de toutes les drogues. Non, il dit je ne vais pas parler de ça dans cet article-là, mais je voudrais faire un plaidoyer pour toutes les drogues. Il valorise notamment la morphine, l'utilisation de la morphine et de l'hypnose qui fonctionne bien depuis 2 siècles, dit-il. De toutes les drogues. Pour ne pas Donc le droit à la cocaïne ne semble pas être forcément le droit pour la vie. Vous faites une... Voilà. Ouais, non, mais on compte un raccourci. Ça a été dit. Néanmoins... mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? C'est vrai que ça bloque en France, quand même. Donc est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer aussi des gens? Ah, mais moi, je respecte toutes les convictions. Elles sont toutes honorables, à condition de respecter les autres. Ce que je conteste, c'est que, par exemple, M. Houellebecq, en l'occurrence, se permette de dire cette civilisation n'est pas respectable si elle légalise l'euthanasie. Donc les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois, les Néerlandais, les Canadiens, les Néo-Zélandais, les Australiens, les Américains dans beaucoup d'États sont hors de la civilisation aujourd'hui. Donc un peu de respect. Vous savez, il y a l'aspect philosophique. Michel Houellebecq, philosophe. Vous avez un autre philosophe qui s'appelle Michel Onfray. Et bien lui, il a expliqué récemment comment il avait amené sa femme à pouvoir bénéficier clandestinement d'une euthanasie parce qu'elle était confrontée à une souffrance atroce. Plusieurs milliers chaque année en France. Alors la philosophie, c'est bien, mais quand elle se confronte à la réalité, c'est tout autre chose. Alors justement, la réalité, proposition de loi qui pourrait être votée demain, mais 3000 amendements ont été déposés, donc ça risque évidemment de ralentir énormément le processus. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra quand même être votée demain? On verra, mais ce qui a été fait est scandaleux. Déposer 3000 amendements dans une niche parlementaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une niche parlementaire, vous avez une journée pour voter un texte de loi. Et donc, les collègues qui ont déposé 3000 amendements, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que leurs collègues ne puissent pas voter sur ce texte final. C'est un scandale démocratique et je le dénonce. Vraiment, ce n'est pas à l'honneur de ces députés. Nous verrons demain. Vous aurez au moins l'article 1 que vous pourrez lire. J'espère. Merci à vous, Olivier Falorni. Merci encore. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission intitulée ce soir AstraZeneca, la mauvaise réputation. Bonne émission à vous.